Jérôme Maire est officier dans l'armée de terre et rédacteur en chef du site montrecardiogps.fr. La technologie n'a aucun secret pour lui. Parfois complexe à comprendre, il nous décortique la tech au service du sportif et c'est lui notre référent technologie pour l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jérôme et avec Jérôme on va parler d'un sujet qui alimente pas mal les discussions autour de la montre, autour des systèmes cardio, les différences entre les systèmes cardio-optiques, que ce soit à la ceinture ou à la montre. Mais avant ça, comment ça va Jérôme ? Eh bien, très bien, François. Bonsoir. Bonjour. Je sais pas quand est-ce que les gens écouteront ça. Eh ben ouais, comme on dit, hein, bonjour, bonsoir, sur internet, le temps n'existe pas. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui courent la nuit avec des lampes, oui. Et oui, ça arrive, ça arrive. Surtout dans le milieu du trail, il y en a de plus en plus. J'ai voulu m'équiper d'ailleurs en lampe pour faire du vélo maintenant que l'hiver Ouais. est arrivé. En parlant de lampes, il faudrait peut-être qu'on trouve un sujet, tiens d'ailleurs, sur les lampes un jour. Oui, il doit y en avoir des connectés. Oui, Garmin en fait. Garmin, Des lampes. c'est des lampes avant et arrière connectées à ton compteur, hein. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ok. Donc il y en a une, c'est le Varia Radar. Donc c'est lampe plus radar détection de véhicules à l'arrière. Celui-là, je l'ai testé. Et puis, je sais qu'ils font aussi juste un feu arrière et avant. Alors, j'ai pas trop regardé sur quel était l'intérêt, ce que ça apporte, le fait qu'ils soient connectés, à part peut-être une détection de batterie faible, j'en sais rien. Ok. Et du coup, le système de détection à l'arrière, ça te dit quand une voiture arrive, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu vois, alors tu as une bande, alors ça dépend de quel équipement tu as pour le visualiser, mais si tu utilises un compteur Edge, par exemple, eh bien, tu as une bande sur le côté de ton affichage sur lequel il y a des points qui se déplacent. Et donc, toi, tu es considéré comme étant tout en haut de l'écran. Et puis, tu vois un point qui apparaît dans la bande tout en bas. Et puis, il monte petit à petit. Et donc là, ça permet. Et puis, t'as aussi une alerte avec des couleurs orange ou rouge si vraiment elle va très vite, quoi. Donc, pour le D'accord. côté un peu attention dans danger, il y a une voiture qui arrive très, très vite derrière toi. Je pense que ça peut vite être un peu anxiogène, non ? Ben non, alors c'est pas mal. Alors la première sortie, ça paraît assez horrible parce que notamment par défaut, il y a une alerte sonore qui est activée. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une voiture derrière toi, ça bip. Donc là ouais, là première sortie, tu te dis putain non, c'est pas possible, c'est trop horrible. Entre les bips d'alerte du guidage turn by turn plus les bips du radar, ça te semble horrible. Et puis après, ben, tu sais, c'est comme tout, en fait, tu l'as pas, tu te dis que c'est un gadget, puis quand tu l'as testé et puis que tu l'as plus, tu te dis, ah ben, finalement, c'était bien. Et en gros, ça sert pas tout le temps. En fait, ça dépend vraiment. Si tu roules en ville, concrètement, ça sert à rien. Il y a toujours des voitures derrière toi en ville, donc ça apporte rien de savoir qu'il y a des voitures derrière toi. Par contre, ben, quand tu es un peu dans la campagne et puis que, je sais pas, devant toi, il y a, par exemple, une plaque d'égout, et donc tu veux pas rouler sur la plaque d'égout pour pas te taper le cul, et ben si tu vois ton écran qui bip en orange, bah tu vas pas te décaler pour éviter la plaque d'égout et tu vas dire bon ben sur ce coup-là, je vais prendre la plaque d'égout parce que ça serait plus dangereux de me décaler parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà. Ouais, je comprends l'utiliser, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que... Ouais, à doser, quoi. À doser, parce que c'est vrai que nous, en Bretagne, il y a quand même pas mal de circulation entre chaque village ou ville. Ouais. Et t'es vite... Enfin, je suis rarement, en fait, seul au monde quand tu roules et je sais pas, Ouais, à tester. À tester. Si Garmin nous écoute, je veux bien tester. Bon, bah du coup, on a commencé à parler d'un sujet dont on n'avait pas prévu, mais j'adore, c'est génial. Alors, effectivement, capteur cardio, optique, poignet versus ceinture cardio. Est-ce qu'on peut expliquer déjà les deux types de technologies, comment est-ce que ça fonctionne tout ça ? Alors oui, on va commencer par ça parce qu'effectivement, ça fonctionne pas du tout de la même manière. La ceinture cardio, donc ça existe depuis longtemps, hein, et ceux qui ont miniaturisé ça pour que ça devienne portable et utilisable en sport, c'est Polar, les premiers, je crois en 1985, un truc comme ça. Et là, en fait, c'est des électrodes qui sont placées sur une bande sur le torse et ça enregistre l'activité électrique du cœur. Donc en fait, à chaque
il y a des stimulations électriques pour déclencher les contractions du cœur. Et en fait, donc c'est comme un électrocardiogramme avec des électrodes qui enregistrent cette activité électrique. Et le cardio optique, alors ça, cette fois, c'est de la lumière qui est envoyée dans la peau. Donc c'est les petites LED vertes qu'on voit à l'arrière des boîtiers de nos montres. Et puis il y a une petite partie de cette lumière verte qui est réfléchie et qui est captée par un capteur qui s'appelle une photocathode. Et puis cette lumière verte qui est envoyée dans la peau et qui est réfléchie en fonction des variations d'épaisseur des veines quand le flux sanguin passe, eh bien, ça fait varier la lumière qui est captée en retour. Et donc, en traitant le signal comme ça, on arrive à se dire, ah bah tiens, là, il y a une pulsation sanguine qui vient de passer. Ah tiens, là, de nouveau, il y a une pulsation sanguine. Et donc, on comprend bien, hein, c'est aussi ça qui fait que c'est beaucoup moins précis. Déjà, c'est pas une mesure directe des battements du cœur, mais plus une interprétation à distance, donc à distance au bout du bras. Alors après, du coup, il faut pas confondre les petites LED rouges qui commencent à apparaître sur ces capteurs cardio-optiques. Les LED rouges, elles servent, elles, à mesurer l'oxygénation sanguine. Donc c'est complètement autre chose. C'est pas parce qu'un capteur a une LED rouge qu'il est plus précis, c'est pas parce qu'un capteur n'a pas la LED rouge qu'il sera moins précis. C'est juste deux mesures différentes avec donc des technologies qui sont intégrées dans le même petit composant électronique, mais qui font pas du tout la même chose. En revanche, les capteurs cardio-optiques, on les trouve pas seulement sur les dos des montres, mais il y a aussi quelques marques qui font des brassards cardio-optiques. Donc là, par exemple, Polar fait le Verity Sense, et c'est exactement le même capteur, simplement au lieu d'être intégré au dos d'une montre, il est intégré dans un brassard élastique qu'on met soit sur l'avant-bras, soit sur le biceps. D'accord, donc c'est la petite lettre rouge, on peut la comparer, peut-être que les gens l'ont plus souvent vu sur les capteurs qu'on met au bout des doigts pour mesurer donc la saturation d'oxygène qu'on utilise souvent à l'hôpital ou dans les pompiers, voilà, c'est ce type de technologie. Je sais pas, pendant un temps, je sais pas, je trouve qu'on en voit moins maintenant, mais moi je me souviens il y a quelques années, c'était sur des vélos en salle, dans les salles de sport, et puis il y avait ce petit truc, en gros la petite pince qu'on mettait au bout du doigt, là. Et donc ça sert c'est pas la même chose. Donc tu l'as dit, on est sur deux technologies qui sont différentes. L'une est quand même un peu plus fiable que l'autre. Tu confirmes ça sur la ceinture est quand même plus fiable et les technologies, même sur les dernières montres des cardio optiques, n'arrivent pas encore à un niveau de précision qui est au niveau de la ceinture. Oui, c'est clair, hein. La ceinture cardio, en fait, on est sûr qu'elle fonctionne dans toutes les situations. Alors que le cardio optique, ça dépend un peu déjà du placement. Il faut l'avoir bien positionné. On en reparlera, hein, et on y viendra. Et puis, ça dépend aussi de l'intensité sportive. Donc là, moi, j'en ai testé beaucoup et depuis des années, hein, et j'ai vu une évolution. Mais l'évolution, elle n'est pas flagrante au sens où, tu vois, par exemple, l'autonomie, je sais pas, l'autonomie, elle a été multipliée par 4 ces 5 dernières années. Bon, on peut pas dire que la précision des capteurs cardio-optiques a été améliorée par 4. Ça a été amélioré. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il y en a aucun qui est devenu parfait. Alors après, moi, je lutte contre les raccourcis qu'on voit parfois sur des groupes Facebook ou forums de gens qui disent, tu vois, ils achètent une nouvelle montre et puis ils disent ah, c'est de la merde. Capteur cardio-optique, c'est de la merde. Mais en fait, non. C'est juste que c'est pas un capteur qui est fait pour remplacer une ceinture cardio. C'est un autre capteur qui va chevaucher l'usage d'une ceinture cardio pour certains types de séances, qui va apporter des nouvelles possibilités, parce que ça mesure la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et pas juste pendant la séance de sport. Et puis, il y aura une partie des usages où ça concurrencera jamais une ceinture cardio. Donc, si je reprends ces trois catégories,
Le fait qu'on porte le capteur cardio-optique 24 heures sur 24, ça va permettre de mesurer sa fréquence cardiaque au repos, ce qui est, faut être honnête, quand même assez difficile. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, au réveil, enlève la couette, met la ceinture cardio, reste couché, lance un enregistrement pendant 3 minutes et se dit, bon, bah, ça y est, j'ai enregistré ma fréquence cardiaque. Sauf que le fait d'avoir la fréquence cardiaque au repos, ça permet après d'ajuster les zones cardio. Pour ceux qui utilisent, par exemple, la méthode Karvonen d'entraînement cardio avec la fréquence de réserve. Donc voilà, ça apporte ça. Après, bon, ça apporte des petites choses comme des meilleurs affiner le calcul des calories brûlées. Bon, ça c'est franchement quand on est pour des sportifs avancés, c'est pas ils sont pas à 3 ou 4 calories près quoi. Donc ça c'est une autre capacité qu'apporte le cardio optique, mais qui est pas pour un trailer et des gens qui préparent des gros trails comme toi. Bon, bah, savoir que ton calcul des calories, il est précis à 20 calories près, ça ne change pas ce que tu vas mettre dans ton assiette le soir. Absolument pas, je confirme. Ensuite, il y a la partie des footings de récup, de l'endurance fondamentale. Et là, franchement, moi, je dis que maintenant, les cardio-optiques, ils sont à niveau pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un moi, par exemple, je pourrais me passer, si je faisais pas de test, je pourrais me passer d'une ceinture cardio quand je vais faire de l'endurance fondamentale. Là, sur toutes les montres que j'ai testées en 2021, que ce soit les Coros Vertix 2, Suunto 9 Peak ou Forerunner 945 LTE, bon, bah, j'ai toujours des résultats qui sont parfaits en endurance fondamentale. Par contre, dès qu'on monte en intensité ou bien qu'on introduit des grosses variations d'intensité, comme par exemple sur une séance de fractionné, bon bah là, c'est clair, et c'est pas au niveau, quoi. Là, il vaudra toujours mieux avoir une ceinture cardio. Et pour le coup, je milite quand même, bien que j'ai dit qu'il fallait pas dire que les cardio-optiques c'était de la merde, je dis aussi que dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une ceinture cardio parce que tout simplement, si on a une grosse erreur d'enregistrement de fréquence cardiaque sur une séance de sport, et ben derrière, on va fausser plein d'algorithmes parce que le training effect, le statut d'entraînement, la durée de récupération, tous ces algorithmes-là, ça se base sur le temps passé dans chaque zone cardio. Donc, si la montre, elle t'enregistre 20 minutes à 210, alors que tu étais à 170, bon, bah là, voilà, tous les résultats de ces algorithmes derrière seront faux. Donc, c'est hyper important d'utiliser une ceinture pour avoir des données d'entrée fiables, si on veut avoir des données de sortie fiables. Hmm. Donc, si on est vraiment intéressé d'avoir un entraînement qui est mesuré grâce à un cardio et qu'on veut quelque chose de précis pour travailler précisément certaines zones durant un entraînement, il faut prendre une ceinture. Oui, Avec voilà. la montre, ça suffira pas. Donc, tu vois, Euh, une ceinture, bon, ok, ça va augmenter le budget de 80 euros, mais en fait, il vaut mieux une montre à 200 euros avec une ceinture à 80 qu'une montre à 600 euros qui a plein de fonctionnalités de plus, mais qui vont te donner que des résultats faux. Parce que, ok, tu t'es payé un beau joujou de technologie, mais qui t'apporte rien pour ton entraînement, quoi. Donc, il vaut mieux, si ton budget est mesuré, limité, bah, il vaut peut-être mieux acheter, si tu as 300 euros, il vaut peut-être mieux acheter une montre à 200 euros comme la Coro Space 2 avec une ceinture cardio. Ça te fera moins de 300 euros tout ça, mais au moins tu seras capable de programmer tes entraînements, d'enregistrer les données pendant ces entraînements et de pouvoir les exploiter derrière parce que tu sais qu'elles sont fiables. Alors que si tu achètes une montre à 600 euros qui fait plein d'algorithmes, plein de calculs, et qui te donne plein d'indications, mais que ces indications elles sont fausses parce qu'elles se basent sur des données cardio fausses, bon bah ça t'apporte rien sur ton entraînement, quoi. Et au contraire, ça va même t'induire ouais. en erreur, quoi. Et alors du coup, ça c'est quelque chose que moi j'avais déjà constaté, la différence que l'on peut avoir entre deux montres. J'avais utilisé l'Apple Watch 6 de ma femme, je l'avais mis sur mon poignet, et puis j'avais aussi ma Coros Vertix sur le poignet. Il y avait une différence de 20 pulsations. Et pour le coup, l'Apple Watch était plus proche de la réalité parce que je connais mes fréquences cardiaques au repos.
enfin ma fréquence cardiaque au repos. Et du coup, d'une montre à l'autre avec un même système cardio, ça peut varier aussi. Oui, alors tu vois, si on en arrive à comment bien utiliser ou comment faire pour comment améliorer la précision d'un capteur cardio-optique, euh, je vais commencer dans mes tests. Le truc qui est le plus flagrant, c'est le brassard Polar Verity Sense. Alors avant, leur première version, c'était le OH1. C'est un brassard cardio-optique qui utilise exactement le même capteur cardio-optique que sur leur montre de l'époque. Donc c'était le cardio de la M600. Euh, et donc on se dit, bah c'est le même capteur, j'aurai les mêmes résultats. Et ben en fait pas du tout. Au poignet, c'était pas terrible, et alors qu'en brassard, c'est des résultats qui sont parfaits. Franchement, pour les gens qui sont gênés, qui supportent pas une ceinture parce que soit ils ont des irritations, soit ils trouvent ça pas confortable parce que ça les serre, soit ils sont taillés en V et puis du coup avec la sueur ça glisse et qui veulent pas arrêter la muscu. Bon, ils font leur choix. Hein. Et ben pour ces gens-là, passer au brassard cardio-optique, c'est super. On peut l'utiliser pour plein de sports pour lesquels la ceinture ça peut être gênant. Tu vois, tu peux le mettre sur du foot, tu peux le mettre sur un vélo. Et là, moi, dans tous les tests que j'ai faits, les résultats, ils sont vraiment conformes à une ceinture. Pourtant, le capteur, c'est exactement le même. Simplement, ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit, hein, le capteur, il envoie de la lumière et il récupère de la lumière en retour. Et ben, on voit bien qu'au niveau du poignet, il y a quand même pas mal d'os. Et en fait, quand on cherche à détecter les petites variations d'épaisseur dues au passage de flux sanguin, ben, si on envoie de la lumière sur de l'os et qu'on récupère de la lumière qui réfléchit sur l'os, on va pas mesurer beaucoup de variations, quoi. Et le fait de placer un brassard soit sur le biceps, soit sur l'avant-bras, du coup, tu vois, là, il y a plus de chair, il y a plus de flux sanguin et ça marche mieux. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, c'est tout simplement le plaquage contre la peau. Le brassard cardio-optique, c'est une bande élastique. Donc ça plaque bien le capteur contre la peau. Alors que la montre, même si on a des bracelets en silicone maintenant, qui sont un petit peu quand même extensibles, en fait, moi, quand je vais faire du sport, je resserre toujours de 1 cran le serrage de mon bracelet. Pour certaines montres, c'est même 2 crans. Donc en fait, j'ai ma position confort de mon bracelet dans la vie de tous les jours, parce que j'aime pas non plus qu'il soit trop serré. Mais par contre, quand je vais faire en sport, je le resserre d'un cran. Et puis ensuite, le troisième facteur, qui là est, je dirais presque c'est pas contre-intuitif, mais c'est qui gêne les gens, c'est qu'en fait, une petite montre en plastique, elle donne des meilleurs résultats qu'une super montre, une Fenix 6 avec une belle couronne en métal, etc. Tout simplement pour une histoire de facteur de forme où en fait quand on court, on balance le bras. Et donc si tu as une grosse montre un peu lourde, elle aura plus tendance à balloter. Alors que si tu as une petite montre en plastique qui pèse 40 grammes, comme une Forerunner 55 ou une Coros Space 2, cette montre, elle va rester bien en place. Et or, tu vois, le capteur cardio-optique, comme il envoie de la lumière et qu'il mesure de la lumière en retour, si tu le bouges tout le temps, si tu le changes de place, il captera pas la bonne lumière en retour et il aura du mal à faire ses analyses de signal derrière. Et donc en général, les petites montres légères, alors ça fait râler les gens parce que les gens se disent ah putain c'est inadmissible, j'ai payé ma montre 600, 700 euros à ce prix-là, c'est pas fiable. Bah ouais, là voilà, c'est limite de la technologie et ça c'est bon, c'est ces histoires de facteurs de forme, je pense pas que ça évoluera dans les années à venir, quoi. Une grosse montre, elle va continuer toujours à balloter plus qu'une petite montre, quoi. Hmm. Ah, c'est intéressant. Et effectivement, comme tu le dis, c'est absolument contre-intuitif. On pourrait se dire que la technologie est bien meilleure sur une montre, ce qui doit être vrai, hein. La technologie est quand même meilleure, mais la forme de la montre fait que ça rend les résultats moins précis. Et comme tu le dis, c'est complètement contre-intuitif. J'aurais jamais misé un cheval là-dessus, tu vois. Puis tu vois, du coup, à l'opposé, une ceinture cardio, donc moi, chaque fois que je cours faire des tests, j'ai donc toujours 2 montres, une à chaque poignet, c'est les montres que je suis en train de tester. Et ensuite, je prends toujours une montre supplémentaire qui est connectée à une ceinture cardio.
et qui va me servir de référence. Et en fait, la ceinture cardio, c'est facile à utiliser, hein. On humidifie les électrodes. Ça, c'est histoire qu'il y ait le bon contact électrique. On la place autour de la poitrine, et puis bah ça y est, ça marche, quoi. Il y a rien de particulier auquel il faut faire attention pour que ça marche bien ou être sûr que ça marche bien. Et du coup, les ceintures, est-ce que c'est soumis aux mêmes aux mêmes exigences? Est-ce qu'il y a ceinture et ceinture? Alors là, moi, j'ai jamais vu de différence. Tu vois, j'ai déjà utilisé des ceintures Garmin, Polar, une marque dont je me souviens même plus le nom. Et puis, alors j'ai jamais testé de Decathlon, mais j'ai vu sur les forums, j'ai toujours vu des bons retours de gens qui avaient acheté la ceinture de la marque Decathlon, hein, pas acheté une ceinture Garmin chez Decathlon. Euh, et ils ont toujours eu des bons retours. Et là, j'ai jamais vu. Bon, après. En fait, la seule différence, c'est des petites choses. Alors, allez, je vois deux critères. Il y a des petites choses de confort, euh, donc des histoires de boîte, le pod qu'on a sur au niveau du plexus solaire, là, qui peut être plus ou moins gros. Euh, et puis ensuite, par contre, la chose où je dirais où on peut être vigilant quand même, c'est une histoire de durabilité. Parce qu'il y a la majorité des ceintures, on peut déclipser le capteur de la sangle, ce qui fait que la sangle, avec l'usage, la sueur, à force de tirer dessus, des fois elle perd un peu de son élasticité, l'élastique, comme un élastique de pantalon, quoi, devient moins bien, et marche moins bien, et du coup, on peut racheter la sangle, ça coûte 20 euros au lieu de coûter 80, quoi. Euh, et donc ça, je sais que les dernières Garmin, c'est plus intégré que ça, et quand ça marche plus, il faut tout changer. Donc là, bon, c'est, tu vois, ça peut être un critère de choix au moment de choisir sa ceinture. Après, il y a d'autres critères, mais cette fois, c'est plus pour l'usage qu'on veut en faire. Il y a des ceintures qui permettent d'aller dans l'eau, il y a des ceintures qui permettent pas d'aller dans l'eau. Donc ça, par exemple, pour des triathlètes, ça peut valoir le coup de faire attention, de prendre une ceinture qui a. Alors là, c'est une histoire de hardware, hein. Il faut qu'il y ait, comme le signal Bluetooth ne traverse pas l'eau, en fait, il n'y a pas de transmission entre la ceinture et la montre pendant qu'on nage. Donc en fait, la ceinture, donc les ceintures qui sont faites pour enregistrer le cardio dans l'eau, elles ont une petite mémoire interne qui fait qu'elles vont enregistrer les données cardio pendant toute la séance. Et puis en fin de séance, quand tu appuies sur stop, là, elle décharge toutes les données dans la montre, et la montre, elle synchronise les données de distance, les données de cardio, et là, elle enregistre. Et donc ça, faut faire attention parce que les systèmes sont pas compatibles entre eux, entre marques. C'est-à-dire que si tu achètes une montre Polar pour faire du triathlon, qui est compatible triathlon, et tu achètes une ceinture Garmin HRM Tri, qui est faite pour du triathlon, qui va dans l'eau, en fait, elles ne marchent pas ensemble. Donc là, il faut vraiment acheter une ceinture Garmin pour utiliser avec sa montre Garmin, la ceinture Suunto pour utiliser avec les montres Suunto, la ceinture Polar pour utiliser avec les montres Polar. D'accord. Et par exemple, dans le cas de Coros qui n'a de mémoire pas de ceinture, leur système est compatible avec les autres? Eh ben non. Donc là, alors depuis quelques années, ça doit faire 2 ans, là, je pense que toutes les marques ont activé le cardio optique dans l'eau. Donc tu vois, on a parlé de la fiabilité pas géniale, rien que dans l'air, quand tu balances ton bras. Alors je te laisse imaginer quand le signal lumineux, il faut en plus qu'il traverse peut-être une petite pellicule d'eau entre ton poignet et là. Donc bon, c'est pas très fiable, mais en fait, je sais plus quelle est la première marque qui a fait ça. Et puis en fait, derrière, toutes les autres marques ont suivi parce que en termes de communication, quand tu présentes les capacités d'une montre et que une marque ajoute une ligne en bas de la liste de la fiche produit en disant enregistre le cardio dans l'eau, et quand tu vas dans un magasin et que tu compares avec une autre montre, celle-là elle enregistre pas le cardio dans l'eau. Ouais. Bon je vais prendre l'autre alors. Donc du coup, petit à petit, toutes les marques y sont passées. Donc là maintenant, Garmin, Polar, Coros, Suunto enregistrent tous le cardio dans l'eau avec la fréquence cardiaque. Certains, je crois que c'est Coros par exemple, je crois que
quand tu t'apprêtes à lancer l'enregistrement d'une séance de natation, il y a un petit message qui s'affiche en disant attention, c'est moins précis, c'est pas très fiable. Donc voilà, on va dire, ils ont l'honnêteté de le dire. Mais voilà, ça reste beaucoup moins précis qu'une ceinture. Après, une ceinture, c'est quand même assez contraignant dans l'eau parce que dès lors qu'on n'utilise pas une Combinaison. combinaison, en fait, ça glisse et dès qu'on pousse sur le mur, c'est pas facile de la garder en place. Donc bon, je dirais que là, il y a aucun système qui est vraiment parfait, quoi. Hmm. Et alors, je suis pas nageur, mais enfin, je ne le suis plus, mais j'ai jamais vu quelqu'un, même dans mes 2 années de triathlon, utiliser une ceinture cardio à l'entraînement. Et ça se Bah, fait beaucoup, ça, dans le milieu de la natation? alors moi, je vais dire la même chose que toi, hein. J'ai jamais vu personne dans une piscine à part moi qui avait une ceinture pour faire des tests. Euh, mais parce que mais ça se comprend en fait. L'entraînement de natation, il est rarement basé sur des zones cardio. Mais oui. En fait, il est basé sur des nombres de longueurs, sur des allures par longueur, mais tu te dis pas comme en course à pied, tiens, je vais faire 20 minutes à 70% et puis après je vais faire 4 longueurs à 90%. C'est C'est jamais ça. construit comme ça une séance de natation. Donc du coup, ça sert pas à grand chose. Alors ok, le fait d'enregistrer le cardio, ça va permettre d'être pris en compte dans l'algorithme de charge d'entraînement, par exemple. Hmm. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment significatif? Je pense pas. Donc, je pense pas que ce soit très utile. Hmm. D'accord, bah écoute, est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter concernant les différences entre les cardio optiques et les ceintures, ou des précisions à apporter? Parce que je trouve qu'on a déjà, enfin, moi j'ai déjà appris pas mal de choses. Je vais rajouter une chose parce que donc j'ai parlé de ce que le capteur cardio-optique apportait de plus par rapport à une ceinture, le suivi 24 heures sur 24, etc. Maintenant, il y a aussi des choses que les ceintures apportent en plus, peuvent apporter en plus par rapport au cardio-optique. C'est parce qu'il y a des ceintures maintenant qui font pas que enregistrer le cardio. Donc c'est Garmin qui a lancé ça en premier avec leur ceinture HRM qui permettent toujours d'enregistrer différentes running dynamics. Donc par exemple, ta hauteur d'oscillation verticale, la longueur de foulée, ton équilibre gauche-droite, le temps de contact au sol. Donc voilà, ça c'est aussi à savoir que quand on achète une ceinture, eh ben, on peut peut-être avoir aussi des choses en plus. Donc, par exemple, chez Garmin, ces ceintures qui enregistrent les running dynamics permettent aussi d'utiliser la puissance en course à pied. Garmin, ils n'ont pas comme Polar ou Coros un algorithme qui mesure la puissance en course à pied juste avec la montre au poignet, mais on peut le faire via une appli Connect IQ où avec la montre et une ceinture cardio, alors on peut faire enregistrer sa puissance en course à pied. Donc là, bon, c'est une métrique qui commence à se développer. Et chez Garmin, c'est comme ça qu'ils l'ont introduit sur leur montre. Donc voilà, les ceintures cardio, ça permet d'enregistrer le cardio dans toute situation. Ça permet de l'enregistrer dans l'eau de manière beaucoup plus précise qu'un cardio optique. Et ça permet aussi, pour certaines, de mesurer des données en plus qu'on ne peut pas faire si on n'a que la montre. Et là encore une fois, comme c'est pas quelque chose qui est harmonisé au travers des marques, il n'y a pas de standard, et ben c'est pas compatible d'une marque à l'autre. Donc Wahoo par exemple fait aussi une des ceintures qui enregistre les running dynamics, mais si on utilise une ceinture Wahoo avec une Garmin, ça marchera pas, il n'y aura pas de transfert, en gros ça fera que fréquence cardio, parce que là par contre il y a un standard. Et même chose, si on utilise une ceinture Garmin avec la Wahoo Element Rival, et ben là, on transfère que le cardio, on perd toutes ces données annexes. Hmm. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai quand tu vois ceinture compatible, enfin montre compatible avec toutes les ceintures, tu te dis que tu vas avoir la même chose que si tu avais la montre associée à la ceinture, alors que non, quoi. Oui, tu vois, là, j'ai répondu en début de semaine à quelqu'un qui, sur un groupe Facebook,
il avait une Forerunner 245 qui donc a un mode natation en piscine, pas en eau libre mais en piscine, et il cherchait une ceinture cardio pour enregistrer sa fréquence cardiaque dans l'eau, à la piscine. Donc il y a quelqu'un qui lui répond, bah, la réponse bateau, chez Garmin, tu peux prendre la HRM Tri, la HRM Swim ou la HRM Pro. Parce qu'effectivement, ces trois ceintures-là enregistrent le cardio dans l'eau. La Forerunner 245 a un mode natation en piscine. Les deux montres et ceintures se connectent, mais en fait, il n'y aura pas de transfert de données. Donc là, moi, j'ai répondu, en fait, non. Avec une 245, ça sert à rien d'acheter une ceinture aussi chère. Tu peux prendre la ceinture de base, la HRM Run, mais elle te servira que pour la course à pied, parce que les ceintures, elles vont stocker dans leur mémoire la fréquence cardiaque pendant toute la séance de natation, mais à la fin, quand tu enregistreras ta séance sur la montre, il n'y aura pas de transfert et de synchronisation des données. Donc, même si, on va dire, par le protocole ANT+, on peut les connecter entre elles, en fait, ça ne fonctionnera pas. La technologie de la montre n'est pas suffisante, du moins adaptée, pour recevoir les données enregistrées par la ceinture. C'est ça, exactement. Il faut bien vérifier que la montre soit en capacité d'analyser les données enregistrées par la ceinture. Exactement. Ouais, c'est technique. Hein. Ouais, voilà. Là, on tombe dans les petits. Alors, ça concernera pas 95% des gens, mais pour certains, voilà, c'est pas la peine de mettre 120 € dans une ceinture si à la fin c'est pas compatible et que une ceinture à 60 aurait fait le taf. En tout cas, l'entraînement au cardio, surtout en trail, effectivement, il commence à se développer quand même plutôt pas mal, et notamment aussi pour les charges d'entraînement, voir au réveil comment est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on a suffisamment récupéré ou pas. Il y a des grands athlètes qui se servent beaucoup de cette technologie-là, et à mon avis, ça va encore faire des progrès, je pense, toutes ces technologies-là. Donc, forcément, c'est les montres cardio au poignet, on est presque au début dans l'histoire de cette technologie. Oui, puis en même temps, en fait, il faut que la technologie s'adapte à l'usage. C'est-à-dire que, à mon avis, pour l'instant, il y a encore peu de gens qui utilisent la puissance pour s'entraîner. Beaucoup de gens utilisent toujours le cardio. Donc, on a un besoin d'avoir des données de fréquence cardiaque et des données fiables. Mais tu vois, par exemple, là, cet été, j'ai fait un essai sur la variabilité de fréquence cardiaque. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a encore assez peu de gens qui l'utilisent, mais nos capteurs sont capables de l'enregistrer. Et c'est quelque chose qui est super avancé. En fait, c'est la seule manière d'enregistrer, de mesurer ta récupération. C'est-à-dire que quand à la fin d'une séance, ta montre te dit vu ta séance que tu as fait, je te recommande 26 heures de repos. En fait, c'est un calcul. C'est une estimation, tu vois. C'est un algorithme qui calcule ça. Alors que la variabilité de fréquence cardiaque, c'est vraiment une mesure. En fait, on mesure les différences de temps d'intervalle entre deux battements qui varient légèrement d'un battement sur l'autre. Et ça, derrière, on peut en déduire plein de choses. Et notamment, on peut en déduire l'état de récupération de ton corps. Donc ça, c'est quelque chose, si tu le mesures tous les matins, donc moi je me suis amusé à le faire. Alors c'est là que tu vois que le cardio optique, ça facilite quand même les choses. C'est que donc j'ai utilisé une Polar Vantage V pour ça, qui l'enregistre en fait en continu pendant toute la nuit, puis au matin ça te donne ton score. Sinon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de nouveau le matin quand tu te réveilles. Il y a des applis qui font ça sur téléphone. Il y en a une qui s'appelle HRV Training et l'autre HRV 4 Training. En fait, c'est HRV 4 Training en anglais. Et en fait, tu peux y coupler une ceinture cardio et puis tu t'allonges dans le lit. Il faut rester, je crois que c'est 3 minutes allongé dans son lit au réveil. Bon, je suis pas sûr que tous les gens acceptent, même si c'est pas grand chose, hein, mais
en fait, tout le monde perçoit ça comme très contraignant de devoir se lever 5 minutes plus tôt le matin pour enregistrer ta fréquence cardiaque, ta variabilité de fréquence cardiaque. Donc là, le fait de l'avoir directement au poignet sans rien faire de plus, dès que tu te réveilles le matin, pof, j'avais ma donnée sur la montre, je l'ai enregistré je l'ai suivi ça sur un fichier Excel. Et puis derrière, j'ai mis en regard toutes les séances que j'ai fait sur ces 28 jours et l'impact sur la variabilité de fréquence cardiaque. Et ensuite, pour voir comment ma variabilité de fréquence cardiaque évoluait et comment je peux utiliser ma variabilité de fréquence cardiaque comme un indicateur de charge d'entraînement et de bonne ou mauvaise récupération. Et c'était assez flagrant, hein. Chaque fois que je faisais une sortie longue dans le vélo, paf, j'avais une fatigue de mon corps. Et puis en revanche, je notais que après, en dessous d'un certain seuil de variabilité de fréquence cardiaque, il me suffisait juste de 1 jour de repos pour retrouver un état de récupération normal. Donc tu vois, là aussi, c'est intéressant de savoir, tiens, est-ce que j'ai besoin, quand je suis fatigué, de prendre 2 jours de repos? En fait, non. En fait, moi, je voyais clairement que je pouvais faire une sortie de 40-45 minutes en endurance fondamentale. Et ça rechargeait un peu mon corps. Tu vois. En fait, quand on dit justement la différence entre le repos actif, enfin récupération active, repos, etc. On t'interdit pas de faire du sport, c'est juste il vaut mieux pas faire du sport intense. Et donc clairement, après ma sortie longue de vélo du dimanche, la variabilité de fréquence cardiaque m'indiquait qu'il valait mieux que j'évite de faire du fractionné le lundi. Et donc de faire une séance d'endurance fondamentale, par contre ça passait bien. Alors là on se dit, ouais, ok, Jérôme, ça casse pas 3 pattes à un canard. Tout le monde se doute qu'après une grosse sortie vélo, tu vas pas faire du fractionné le lendemain. Mais en fait, la façon dont on pourrait utiliser la variabilité de fréquence cardiaque, c'est de se dire, tiens, dans ta semaine type d'entraînement, pourquoi est-ce que tu fais du fractionné tous les mardis? Est-ce que tu es sûr que ton corps, tous les mardis, il a bien récupéré? Si tu as fait un peu la fête le week-end, que tu as mangé une raclette, peut-être que pendant 4 mardis, effectivement, tu es dans un état de fraîcheur suffisant pour faire ta grosse séance de fractionné, mais peut-être que le 5e mardi, ta variabilité de fréquence cardiaque, elle va t'indiquer que là, tu n'es encore pas très frais, tu n'es pas très, très en forme, et que finalement, ça serait dans ton intérêt d'inverser ta séance du mardi et ta séance du mercredi. Tu vois, de passer le mardi, de refaire une séance en endurance fondamentale, et puis ta séance de fractionné, de la faire le mercredi. Donc c'est à ça qu'on peut utiliser la variabilité de fréquence cardiaque. Alors là, tu vois, je viens de le faire à l'instant pendant qu'on parlait. J'ai une Coros Vertix 2 et pour situer le contexte, ça fait 40 minutes environ qu'on parle et juste avant, j'ai fait une séance de vélo de presque 2 heures. Et j'ai une VFC à 40 et donc la montre m'indique votre niveau de stress est moyen. Donc, qu'est-ce que cette donnée-là, je peux en faire? Bon, alors là déjà, on se heurte à la traduction du mot stress. Ouais. En fait, en français, quand on parle du stress, on parle plus du stress psychologique. En anglais, quand on trouve ce mot stress, c'est plutôt quelle contrainte extérieure tu as appliquée à ton corps. C'est stress mécanique. Alors, ça peut être du stress psychologique, parce que tu es effectivement stressé, et ça peut être simplement du stress mécanique, parce que tu as tiré sur tes muscles pendant ta séance. Donc là, 40, ça veut dire que effectivement, tu es fatigué, et c'est sûrement pas le moment, là maintenant, ou juste quand on aura fini le podcast, d'aller te faire une deuxième séance de fractionné. Là, ton corps, il n'est pas dans son meilleur état pour recevoir un entraînement de plus intense. Dans le but, toi, si tu fais un entraînement de fractionné, c'est dans l'espoir que tu vas améliorer tes capacités. Sauf que là, si ton corps est déjà fatigué avant d'aborder ta séance, t'en tireras probablement pas de bénéfice. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux demain refaire ta mesure de variabilité de fréquence cardiaque, voir si tu es remonté à 80, et là dire, ok, là je suis frais, je vais faire ma séance de fractionné. Mais si ce soir, si là tu es à 40 après ta sortie vélo,
que tu te fais une grosse raclette et que tu refais le monde avec tes potes ce soir, il y a de grandes chances que demain, tu remontes pas à 80. Et du coup, là, ta montre, elle t'indique, bon ben voilà. Et c'est là l'intérêt, c'est que la montre, c'est pas juste de faire une mesure et de dire, bon, ben, je suis à 40, bon, ok, j'ai un VO2 max de 49. Bon, ok, mais maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Et ben là, c'est de se dire, bon, ben, d'habitude, je fais ma séance de fractionné. Donc aujourd'hui, on est vendredi à l'enregistrement de ce podcast. Donc peut-être que demain, tu avais l'habitude de faire un fractionné tous les samedis. Ben là, si tu es de nouveau à 40, ben c'est un indicateur que pour ce week-end, il vaut peut-être mieux faire ta séance de fractionné dimanche plutôt que samedi. Et ça n'empêchera pas que la semaine prochaine, tu pourras peut-être, probablement, reprendre ton rythme habituel du fractionné le samedi comme tu avais l'habitude de le faire. Je comprends. Ouais, en fait, c'est vraiment savoir utiliser les données que notre montre nous donne et savoir les interpréter. Tant qu'à les avoir, autant les utiliser. Et, j'avais fait le test comme ça tous les matins pendant un certain temps. Et j'avais trouvé ça intéressant de voir justement ces variations que l'on peut avoir. Et puis avec associé aussi au ressenti que l'on a soi-même d'un état de fatigue ressenti. Ça aussi, c'est une donnée qui peut être aussi intéressante à coupler et à mettre en parallèle avec le reste. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est tout à fait. Faut mettre ces deux données en regard. Tu vois, il y a des moments où tu te dis bon bah je dois aller faire ma séance, mais j'ai les jambes lourdes. Bon, ok, les jambes lourdes, ça veut un peu, c'est ton ressenti. Mais les jambes lourdes, ok, c'est ton côté peut-être musculaire là, mais est-ce que vraiment ton corps entier est fatigué, vidé de jus, t'as plus de jus, ou est-ce que c'est juste une petite sensation cumulée à un peu de flemme, bon, pas trop motivé, il pleut? Et ben dans ce cas-là, tu peux utiliser les données de ta montre pour soit infirmer, soit confirmer ta sensation. Dire bon ben là je me sens les jambes un peu lourdes. Tu regardes ta variabilité de fréquence cardiaque demain matin. Ah ouais, bah effectivement, j'ai 40. Bon, ok, bah aujourd'hui, ça sert à rien que j'essaye de scroller sur Instagram pour trouver une citation de motivation parce que bah voilà, c'est juste pas le jour pour moi aujourd'hui pour faire une grosse séance. Puis après, tu auras peut-être bon, j'ai les jambes lourdes. Mais ma montre, elle me dit que bah voilà, je suis au top de ma variabilité de fréquence cardiaque, je suis à 92. Bon, allez, honnêtement, je vais la faire cette séance ou pas. Et tu vois, ça peut psychologiquement, ça peut un peu changer les choses. Parce que quand tu te bases sur tes sensations, bah dire ouais, aujourd'hui j'ai pas la forme. Bon bah voilà, bah t'iras pas faire ta grosse séance quoi. Et une question me vient, si là je passe ma montre à ma femme et qu'elle fait le test de variabilité de fréquence cardiaque, est-ce que ce test-là sera fiable ou est-ce que la donnée en fait elle prend en compte d'autres paramètres du plus long terme? Alors c'est marrant parce que je fais ça aussi avec ma femme. Notamment la Samsung Galaxy Watch 4, elle fait la mesure de ta composition corporelle. Tu sais, le taux d'os, de muscles et de graisse. Donc je me suis dit, bon, j'ai mesuré ça et j'ai pas de balance qui fait ça. Il y a aussi des balances qui font ça là, avec des impédance mètres, mais moi j'en ai pas. Du coup, je me suis dit, bah, une manière de tester si la mesure est fiable, alors là c'est pas simple pour elle, hein, mais c'est de passer la montre à ma femme et puis de voir si ma femme a le même taux de graisse que moi, c'est que probablement le capteur il marche pas. Là, pardon à ma femme. Et ben, effectivement, on a eu des mesures différentes, mais vraiment très différentes. Une différence très marquée. Il y avait 40% de différence. Et ensuite, je l'ai remise moi à mon poignet. J'ai refait un test. Et là, je suis retombé sur la première mesure que j'avais faite moi. Donc là, j'en ai déduit. Bon ben oui, je peux dire que le capteur il est fiable. Dans le cadre de l'électrocardiogramme de la Vertix 2, que tu passes à ta femme, la mesure, elle sera fiable. C'est sûr parce que le fonctionnement d'un électrocardiogramme, c'est le même principe que la ceinture. En fait, il y a une plaque métallique au dos du boîtier qui va toucher. Mettons que tu portes ta montre au poignet gauche. La plaque métallique au dos du boîtier va être en contact avec ton poignet gauche.
Ensuite, tu vas mettre tes doigts de la main droite sur la lunette de la montre. Et du coup, tu vois que ça fait un circuit fermé. En fait, l'activité électrique est mesurée d'un côté sur la plaque qui est sur ton poignet gauche et de l'autre côté sur tes doigts. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta montre d'un côté et ton cœur qui est entre les deux dans l'autre côté du circuit. Donc, ça sera complètement fiable, la mesure pour ta femme. Par contre, ce qui va se passer, c'est que du coup, si pour l'instant, il n'y a pas de courbe. Attends, que je me souvienne, dans l'appli Coros, si on peut suivre ça dans le long terme, je crois pas. Il n'y a pas de courbe. Mais si, admettons, il y avait un algorithme qui suivait ça dans le long terme, du coup, la mesure de ta femme, elle va venir pourrir tes données de ta courbe, en fait. Parce que l'appli Coros, elle va pas faire la différence tiens, sur les 28 points des 28 derniers jours, il y en a 27 qui sont à François et il y en a un, il faut pas que j'en tienne compte parce que c'est celui de sa femme. Ça, ta montre, elle peut pas le savoir. Donc, en fait, c'est comme si tu passais ta montre à ta femme pour aller courir. Elle a un moins bon niveau que toi. Donc, la montre dit, putain, un VO2 max 43. Bon, en fait, c'est ton compte qui est utilisé dans l'appli. Donc, la montre, elle va enregistrer, François, ta VO2 max, c'est 43. Alors qu'elle est sûrement beaucoup plus que ça. D'accord, du coup c'est intéressant dans le sens où si on veut vraiment utiliser toutes les données, sa montre, faut la garder et puis et utiliser tout ça pour soi, parce que sinon ça fausse tout en fait. Oui, voilà, il y a des gens qui ça m'arrive régulièrement, hein, des gens qui me demandent, en gros, des gens qui se disent, tiens, j'utilise ma montre pour faire du sport, ma femme fait du sport mais pas en même temps que moi, ma femme ou mon fils, est-ce que je peux lui passer ma montre? Est-ce que on crée 2 comptes? Bon, en fait, ça ferait économiser de l'argent parce que ça fait acheter moitié moins de montres. Mais du coup, c'est pas très intéressant pour les marques de montres. Et donc, il y a aucune marque qui a créé une montre qui est compatible avec 2 comptes. Où tu vois, tu pourrais te loguer avec ton compte François quand tu vas courir, et ta femme, elle se logue avec son compte à elle quand elle va courir. Et puis les datas, elles sont séparées, enregistrées chacun de vos côtés. Bon, ça n'existe pas. Ouais, techniquement, ce serait pas très compliqué à faire pour un fabricant, mais ce serait pas intéressant en termes de marketing, ce serait pas terrible. Oui, exactement. Ok, écoute, merci beaucoup Jérôme. On a appris plein de choses encore. Enfin, je dis on, mais je parle au nom des futurs auditeurs. C'était encore un très bel échange. Et puis ça nous a donné aussi d'autres idées peut-être pour les prochains épisodes, notamment comment bien utiliser sa montre aussi. Ça, c'est un beau sujet parce du coup là, on a parlé de quelques fonctionnalités que l'on peut avoir, mais il y a encore tellement de choses à savoir. Oui, tu vois, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui critiquent juste en fait parce qu'ils savent pas que c'est pas fait pour marcher comme ça, c'est pas prévu pour, ou bien ils l'utilisent pas comme il faut. Et donc c'est pour ça que je continue de faire cet effort de vulgarisation et d'expliquer sans être ingénieur et d'utiliser des trucs super complexes et des grosses équations, mais juste expliquer comment ça marche pour comprendre comment l'utiliser et à quoi on peut s'en servir. C'est tout de suite beaucoup plus clair quand on te l'explique simplement, et puis tout le monde est capable de comprendre hein, quand on s'y intéresse un petit peu. Donc écoute, affaire à suivre, et à bientôt pour un prochain épisode. Ça marche, avec plaisir. Allez, salut. Salut. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.